à tous. Serrez-vous un peu du coup. Désolé. Alors, plaisir et productivité, j'ai voulu éviter un mot valise, comme vient de le dire Luc Fayard. Le mot valise, c'est celui-là. En ce moment, on parle beaucoup de bien-être. Beaucoup de bien-être. La meilleure façon de savoir, c'est regarder Google Trends, chercher bien-être au travail, par exemple, et vous trouvez zéro résultat. Preuve en est qu'on n'en parle que récemment. Pourquoi on parlerait de bien-être aujourd'hui et pourquoi nous, Octo, enfin moi en tout cas, je vais en parler aujourd'hui, en toute immodestie, Octo a gagné un concours qui s'appelle Great Place to Work. On a fait un tabac, nous, chez nous, pour en faire de la publicité. C'est un concours qui récompense les boîtes dans lesquelles il fait bon travailler. On a joué 2 fois, on a gagné 2 fois pour les boîtes de moins de 500. On s'est dit, c'est notre culture de partager notre expertise. Partageons peut-être éventuellement aussi des choses qui pourraient marcher en termes de bien-être. Bon, ça, c'est pas le plus important. La seconde, je vous disais, c'est qu'on en parle beaucoup du bien-être. Et j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Quand je vous dis que c'est récent, c'est pas que c'est récent parce que les outils permettent de savoir que c'est récent, c'est surtout parce que je pense que dans l'ère du temps, il est important aujourd'hui que nos salariés aient du bien-être. Je dis ça, c'est important parce que projetez-vous 40 ans en arrière, moi j'étais pas né, mais projetez-vous 40 ans en arrière, eh ben, le travail, n'en déplaise à André Comte-Sponville qui disait l'année dernière à l'USI, si vous étiez là, que le travail n'est pas une valeur, à l'époque, le travail, c'était une valeur. Peut-être pas dans le sens philosophique du terme, mais moi, je me rappelle mon père, il y a une anecdote qui m'a fait récemment, c'est mon père vient d'arriver à la retraite. Il a reçu ses papiers, et dans ses papiers, on lui dit, monsieur, vous avez travaillé 42 ans, félicitations, et vous avez eu un seul jour de congé maladie. Mon père, il me montre ça, et il s'excuse. Et il me dit, oui, ce jour-là, je peux pas, je me suis cassé le pied, j'ai pas pu aller travailler. C'est des autres mœurs, d'accord. Eh ben, le bien-être, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Je ne suis même pas sûr que dans 10 ans, on en reparlera. Ça se trouve, ce sera soit une évidence, soit quelque chose comme une anormalité du passé. Aujourd'hui, on en parle, et aujourd'hui, je vous en parle. Demain, il y a une keynote, justement, on parlait d'André Comte-Sponville. Demain, il y a une keynote sur bonheur et motivation au travail. Je pense que ça continuera. C'est peut-être plus la théorie, moi, c'est la pratique. Vous connaissez la théorie et la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, la théorie et la pratique, c'est pareil. En pratique, c'est pas pareil. Donc, vous la gardez, celle-là. Alors, pourquoi le thème, c'est plaisir et productivité au travail. Parce que vous l'intuitez évidemment, c'est qu'il y a un lien très fort entre le bien-être, le plaisir, et la performance, la productivité. Alors, il est assez simple. Hein. Quand les gens sont heureux de travailler, ils sont contents de leur façon de travailler, ils sont productifs. Quand les gens sont productifs, du coup, ils sont heureux. Ça paraît assez intuitif. C'est bon pour vous? Ce qui est intéressant, c'est quand la boucle s'amorce de plus en plus vite. C'est-à-dire que quand ils sont très productifs ou très performants, que se passe-t-il? Et quand ils sont très heureux, que se passe-t-il? Ces deux extrêmes-là, vous connaissez un petit peu les déboires, c'est-à-dire, en tout cas, une des versions, c'est le taylorisme à l'extrême, enfin, on va dire à outrance, la productivité à outrance. Est-ce que les gens sont heureux? Non. La question qui s'est posée à nous aujourd'hui, c'est et si les gens ont fait tout pour qu'ils soient heureux, est-ce qu'ils vont être productifs? Réponse à la fin. J'ai plusieurs sources d'inspiration aujourd'hui, un peu plus théoriques, qui vont nous guider. La première, je ne sais pas qui a vu cette session de Daniel Pink sur la motivation. Alors, ce soir, quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, vous regardez cette session. Elle dure 20 minutes, elle est brillante, sur la motivation. En fait, Daniel Pink explique ce que c'est que la motivation au travail, et il la définit comme ça. La motivation, c'est la pertinence, la maîtrise, l'autonomie. Au travail, la pertinence, c'est quoi? C'est j'ai du sens. Ce que je fais a du sens. On parle de sens au quotidien, c'est-à-dire je sais pourquoi je fais les choses. J'ai la capacité à challenger ces choses, j'ai la capacité à faire mes choix, à les assumer. Je peux les améliorer. La maîtrise, c'est j'ai les moyens de faire mon boulot. Alors, les moyens, il y a bien sûr vos outils informatiques, on va dire, des outils adaptés, des formations, l'amélioration continue. L'autonomie, c'est, en gros, je ne demande pas à mon chef en permanence pour savoir si je peux commander des stylos, ou faire ceci, ou faire cela. Je suis capable de prendre des décisions tout seul. Ça, c'est les bases de la motivation. On va voir que ça va revenir en permanence dans ces exposés. Deuxième source d'inspiration, alors vous avez reçu un bouquin, ça tombe bien. Donc la deuxième chose que vous faites quand vous rentrez chez vous, c'est commencer ce bouquin. Dave Logan, dans ce bouquin, parle de tribus.
il explique que la tribu, le moyen de rassemblement social le plus ancien, les tailles des tribus sont entre 20 et 150 personnes. On reconnaît une tribu au fait qu'on se dise bonjour dans la rue, etc. Vous le lirez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il définit 5 stades dans l'entreprise, 5 stades de personnes dans l'entreprise, du stade 1 au stade 5. Le stade 1, c'est le stade où les personnes qui sont dans ce stade-là sont à la limite du suicide, donc la vie est nulle. Alors c'est sérieux, il en parle, hein. Bon, c'est 2% des boîtes, on n'est pas beaucoup, mais la vie est nulle pour ces gens-là, rien ne vaut, rien ne vaut le coup d'être vécu. Et le stade 5, c'est l'émerveillement permanent, c'est-à-dire que je change le monde quand je bosse. Encore une fois, ce sont 2 extrêmes. Le stade 1, c'est quelque chose dans lequel on n'aimerait pas tomber. Le stade 5, c'est des moments que j'appelle orgasmiques, c'est des moments de bonheur qui ne durent pas très très longtemps, mais dans lesquels on peut arriver à un moment dans sa boîte. Ce qui est intéressant de relever, je vais aller vite là-dessus parce que vous le lirez, c'est que les stades les plus courants sont les stades donc de 3-4, et le stade le plus courant est le stade 3. Et le stade 3, c'est quoi? Sa définition, son motto, c'est « Je suis bon, mais les autres ne le sont pas ». Dans ma boîte, réfléchissez si vous avez des gens comme ça chez vous. Hein. C'est « Moi, je suis bon, mais les autres à côté de moi, ils sont incompétents. Ils sont nuls. » D'accord ? En général, ces gens, ils se plaignent, dénigrent. D'accord ? 50% des boîtes, stade 3. Stade 4, c'est nous sommes bons, notre équipe, notre boîte est bonne, les autres ne le sont pas. D'accord ? Retenez juste ces stades-là. Ça donne une idée finalement de la motivation et de l'envie de travail d'équipe dans une boîte. Alors, je pars d'un principe. Le management n'est pas une commodité. Ça veut dire que, je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y a des managers dans la salle, que je sache? Oui. Alors, je vais dire des trucs, peut-être ça va vous blesser, excusez-moi. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles le management est une voie de carrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que pour vous faire grandir, il faut que vous soyez manager. Et vous managez des gens. Alors attention, manager, ce n'est pas encadrer des gens, les coacher, les faire grandir. Non, non, manager, c'est on vous dit, vous avez des projets, en plus on va filer des gens. C'est une évidence. Hein. Ces gens-là sont très bons peut-être techniquement, parce qu'ils ont une filière technique, une expertise. Donc du coup, ils grandissent sur cette expertise, on les nomme managers, experts techniques. Et puis comme on doit leur filer des gens, parce qu'ils ont grandi aussi, ils avaient encadré des gens, bah, ils encadrent des gens. Mais est-ce qu'ils sont bons sur manager des gens? On ne sait pas, en fait. On n'a jamais testé. Du coup, ça devient une commodité. C'est-à-dire que c'est bien que des gens encadrent des gens pour pouvoir une pyramide. Désolé, le management n'est pas une commodité. Non seulement ce n'est pas une commodité, et en plus, ça demande énormément d'énergie. Alors, je ne sais pas pour vous qui êtes manager dans la salle, si ça vous prend du temps de manager des gens, manager des humains. Alors, manager des enfants, déjà, c'est galère. Alors, avec des humains et des adultes, c'est encore plus difficile. Moi, je pensais à ça quand je vais chez le médecin. Quand vous allez chez le médecin, et vous arrivez, imaginez quand vous allez voir votre médecin, et votre médecin, vous lui dites « Docteur, j'ai très mal au foie, je ne sais pas ce qui m'arrive », et qui vous dit « Je suis crevé, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. » quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, en fait. Et nous, managers, souvent, vu la tonne de trucs qu'on a à faire, mais comme les médecins, je pense, on se dit « Bon, on va régler ça après, j'ai pas le temps de lui parler, j'ai pas le temps de lui faire un feedback sur ce qu'il a fait, on verra plus tard. » Ah, ça ne marche pas comme ça, le management. Il faut de l'énergie en permanence pour sortir les trucs. Vous vous chargez d'humain, on parle d'humain. On ne parle pas de projet. Donc ça veut dire qu'il faut vous sortir les tripes tous les jours. 8, 10 heures par jour. C'est très dur. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une commodité. Parce que quand c'est une commodité, on vous file des gens, vous ne leur répondez pas, vous les voyez une fois en entretien annuel, et c'est facile. Aujourd'hui, ça n'est plus une commodité. Toujours dans l'optique du bien-être de vos salariés. Alors du coup, on a essayé de sortir 10 règles d'or aujourd'hui, pour vous aider à assurer le bien-être et la productivité de vos employés. Il fallait qu'elles soient indépendantes de notre contexte professionnel, parce que c'est vrai que sinon, si je vous dis on est que 150, ben forcément ça ne marche pas à 3000. On est sur les Champs-Élysées, forcément c'est plus sympathique que de bosser dans une zone industrielle à Bagneux. Enfin, j'ai essayé vraiment de lisser le maximum pour pouvoir avoir des règles qui soient... Allô ? Oui. Première règle, ceux qui étaient là à l'usine l'année dernière le savent, Simon Sinek parlait du why. Expliquez-moi quel est le why. Alors il y a un double sens dans cette phrase. Le why, c'est le why profond. Quel est le sens de votre boîte? Ça, c'est votre patron qui peut vous le donner, mais c'est critique en fait. Parfois, on bosse dans des boîtes, on ne sait même plus ce qu'on veut faire dans cette boîte. Et nous, on s'est posé longtemps la question chez Octo, et on se la pose encore tous les jours. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on veut faire?
Donc ça, il faut avoir une vision globale. Il faudrait que votre patron dise, nous, on fait ça pour... On a mis longtemps à sortir une phrase chez Octo qui est l'informatique qui transforme les sociétés. Ça nous a pris du temps à comprendre qu'on aimait faire ça. Mais également, et plus prosaïquement, vous, au quotidien, expliquez aux gens pourquoi vous leur demandez de faire des choses. Alors, je vais vous donner 10 règles. À chaque fois, vous allez dire, bah ouais, c'est évident. Mais si j'étais plus intelligent que ça, j'aurais des règles extraordinaires. Malheureusement, j'ai que celles-là. Mais je pense qu'elles ne sont pas appliquées au quotidien, par contre. Donc celle-là, c'est dites à vos employés, à vos managers, pourquoi vous faites les choses. Et pourquoi au quotidien, encore une fois. Quand je te demande de rendre le rapport à l'heure, c'est parce que. Pourquoi? Parce que cette notion de sens, elle se rapproche de la partie de pertinence dont je vous parlais tout à l'heure. Et la pertinence, c'est la motivation. Expliquer aux gens pourquoi ils font les choses, ça leur donne de la pertinence, et donc l'envie de travailler et d'être heureux. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. Je travaillais chez un client dans la grande distribution, et j'étais manager d'une équipe, comme 5 autres équipes. Et on devait produire un reporting chaque semaine, je crois, de 60 pages sur PowerPoint. Avec des chiffres combinés, je comprends rien aux chiffres, moi, du coup. Et on combinait chacun 60 pages, donc ça fait 300 pages par manager, et ensuite il y avait 5 managers au-dessus, donc ça fait 5 fois 300, 1500 pages compilées pour le grand manager. Et un jour, j'ai eu la chance de croiser le grand manager, je lui ai dit, mais vous avez vu dans mon dernier rapport, page 39, il m'a dit page 39 sur les 1500, c'est où? Je ne sais pas, moi c'est vous qui lisez le rapport. Il me dit, on s'en fout de ces trucs-là, moi j'ai juste besoin de savoir le consommer. Donc on a tous bossé pour rien, nous les managers au-dessus, etc., et personne n'est content. Donnez du sens, expliquez pourquoi vous faites les choses. Dans une tribu, le sens, c'est la raison d'être de la tribu. Donc ça, c'est le why au sens de Simon Sinek. Si on est tous ensemble, dans une tribu, c'est pour ça. C'est très fort, ça. Les gens qui ne sont pas d'accord avec votre why profond ne restent pas dans votre tribu. Mais c'est bien en même temps. Les rituels de votre tribu, c'est la manière d'être. Vous encouragez finalement les gens à rester dans votre tribu. Alors, nous, on a des rituels, mais vous en avez sûrement vous aussi. Ce sont des rituels qui sont importants parce qu'ils vont fidéliser les gens qui bossent avec vous. Ça va les sécuriser. Et les objets de culte qu'on retrouve dans les tribus, c'est vos fiertés. C'est vous qui allez produire des choses. Alors nous, on a produit la boîte à Meux, je ne sais pas si vous avez entendu de cette petite boîte. On a écrit un bouquin. C'est des choses qui nous ont rendus célèbres peut-être, pas encore, mais en tout cas qui nous a rendus fiers de bosser dans cette boîte. On a accompli quelque chose. On avait une Bible. Deuxième règle, celle-là, elle est de François Esquin, que vous avez vu tout à l'heure sur scène. Vous n'avez pas le monopole des bonnes idées. C'est-à-dire qu'on a très souvent l'habitude, en tant que patron, de dire « j'ai une idée, on va faire ça ». Alors, c'est normal, hein, mais très souvent, on se dit « allons-y à fond », on ne va pas demander la permission, pas la permission, on ne va pas demander l'avis de tout le monde. Et malheureusement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'idées un peu partout autour de vous qu'uniquement chez vous. Parce que vous êtes débordé, vous n'êtes plus toujours très créatif. Les idées, elles viennent aussi d'en bas. Donc, ce qui se passe souvent chez les managers, c'est qu'ils ont peur de perdre leur boulot parce que l'idée vient d'en dessous. Je ne sais pas si vous éprouvez ça, si vous voyez ça autour de vous. C'est l'idée ne vient pas de moi, j'ai peur qu'on me pique ma place ou que je ne serve à rien. Parce que finalement, je suis patron, je devrais être capable de sortir ces idées. Ça, ce n'est pas vrai. Quand vous donnez aux gens la possibilité d'exprimer leurs idées, vous leur donnez de la maîtrise et de la pertinence. Autre effet aussi du monopole des bonnes idées, c'est que les gens n'osent plus vous challenger. Alors, il y a des métiers dans lesquels c'est pas très grave, et d'autres métiers dans lesquels c'est plus grave. Dans le milieu aéronautique, il y a plein d'histoires qu'on raconte où un pilote avait pris des décisions, et en fait, le copilote ne challengeait pas l'autorité, parce que c'est la règle, on ne challenge pas le pilote. Et donc, du coup, des avions se sont crashés. Parce que le copilote savait qu'il y avait une erreur, mais il était incapable de remettre en question l'ordre. Dans le même état d'esprit, vous n'avez pas le monopole des bonnes idées, c'est ça. C'est-à-dire que si vous pensez à chaque fois que vous ne vous trompez pas, bah forcément, vous allez faire des choix qui sont peut-être remis en cause et peut-être pas remis en cause. Et peut-être pas remis en cause qui pose problème. C'est la session juste avant. Une façon de faire qui permettrait d'être plus collaborative, et aujourd'hui, on parle de Gen Y. Gen Y, ça parle à tout le monde? Non. Alors, si, comme moi, vous disiez génération Y, c'est que vous êtes vieux. Maintenant, on dit Gen Y. La génération Y dit a besoin justement de se retrouver là-dedans, de choisir qu'on lui donne du sens, etc. Donc, si vous travaillez avec des gens qui sont
plus âgés que cette génération, eh ben, c'est peut-être plus facile. Aujourd'hui, on a besoin de choisir tous ensemble. Une des façons de faire, c'est de faire collaborer sur les idées. Choisissez ensemble. Trouvez des idées ensemble. Par contre, à la fin, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de gestion commune de la société, c'est vous qui décidez. Par contre, le fait de faire venir tout le monde à ces réflexions vous aide à donner du sens aux gens, à l'autonomie et de la pertinence. Alors, si vous devez en retenir qu'une, c'est celle-là. Nous, on a fait notre motto pour les 10 années à venir. Cultiver cette valeur du changement. Mais pas uniquement pour vous, hein, pour toute la boîte. L'amélioration continue, on vous allez entendre parler de Lean toute la journée, aujourd'hui et demain, et nous, on en parle tout le temps aussi. Ne faites pas des grands changements, faites des petits changements. Autorisez-vous à faire des changements. Ouvrez la porte à tous les changements que vous proposent vos équipes. Encore une fois, je vous répète, hein, l'amélioration, c'est l'autonomie, la pertinence. C'est la capacité donc du coup à être encore plus heureux. Je suis capable de m'améliorer, je suis capable de voir que mon chef s'améliore, alors je suis content de bosser dans cette boîte. Reparlons des différents stades. Je vous parlais des stades 2, stade 3, stade 4. Donc les stades 2, c'est plutôt, je vous ai dit, des gens qui se plaignent plutôt en général. Les stades 3, c'est des gens qui dénigrent les autres autour d'eux. Les stades 4, c'est ceux qui ont un sentiment d'équipe. Au passage, on est en plein Euro 2012. Pensez à l'équipe de France en 98. Pensez à l'équipe de France en 2012. Ou en 2000, je ne sais pas quand, Coupe du Monde, il y a 2 ans. Regardez les différences de stade en fait, dans les équipes. Ça vous donne une meilleure idée. Faisons toujours mieux. C'est typiquement une question de stade 4. La question de stade 4, quand on est à un stade 4, et pour rester au stade 4, on se pose 3 questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui marche bien? Que peut faire l'équipe pour que ça continue à marcher comme ça? Et que peut faire l'équipe pour que ça continue à marcher comme ça? Ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'équipe qui décide. Faites toujours mieux, je vous ai dit, c'est un motto pour nous, l'amélioration continue en permanence, trouver une façon d'améliorer. Et une déclinaison particulière pour vous, les managers, c'est créer une culture du management. Alors ça, c'est... je travaille chez beaucoup de clients, donc je vois les cultures de management un peu partout. C'est extrêmement décevant de voir qu'en France, on a très peu de culture de management. Alors, je suis peut-être un peu sévère, mais aujourd'hui, les managers, peut-être pas vous, vous êtes tous très intelligents, mais autour de moi, en tout cas, moi, je fréquente des gens qui ont une formation de 2 jours de management et qui encadrent 200 personnes depuis 5 ans. Ça, c'est pas super acceptable. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais fait plus d'efforts pour manager des gens. Pourquoi c'est embêtant? Parce que le management, quand je vous dis que c'est une culture, je vous ai dit que ça demande de l'énergie. Ça demande de gérer des gens, pas de gérer des projets. Gérer des gens, ça demande de connaître les gens. Et pour créer une culture de management, ça veut dire qu'il faudrait vous former en permanence sur les évolutions. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de sessions sur la génération Y, c'est normal, parce que c'est quelque chose qui bouleverse un petit peu. Mais au quotidien, vous avez des choses nouvelles. Les formations de management, elles sont courtes. 1 semaine, 2 semaines, il y a du coaching, effectivement, parfois. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des tonnes de choses à apprendre. Et les managers, quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu fais pour apprendre à t'améliorer sur le management, qu'est-ce qu'ils répondent? Je ne sais pas quoi faire. Pourtant, vous avez des tonnes de bouquins sur le management. Un Tribal Leadership en est un. On va vous en parler après, d'autres. Esther Derby, qui est à côté dans une salle, a écrit Behind Closed Doors. Enfin, il y a des bouquins qui sont de référence dans le management. Et si vous n'avez pas le temps de lire des bouquins, maintenant, il y a des podcasts sur le management. Et si vous ne savez pas quel podcast il faut lire, je vais vous en donner quelques-uns déjà. Mais il y a des podcasts américains, je vous dis, il n'y a quasiment rien en France, qui permettent d'avoir une vision globale du management, général, mais également au quotidien. Comment on gère des gens arrogants, comment on fait un feedback à ses pairs, etc., etc. Et ça existe. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de les écouter. Quand vous faites du sport, vous pouvez mettre un Walkman. Vous voyez que je suis vieux. Vous mettez un iPod sur les oreilles. Il y a toujours un moment où vous pouvez écouter ce genre de choses. La culture du management, c'est se documenter sur la psychologie, l'analyse transactionnelle, la PNL. Il y a des tonnes de sujets qui sont en lien avec l'humain, que les managers ne lisent pas. Et ça nous paraît évidemment une évidence que les experts se mettent à jour sur des technologies, mais pas du tout que les managers se mettent à jour sur l'humain.
je ne sais pas pour vous, moi on m'avait dit ça une fois et j'ai trouvé cette phrase assez forte, c'est que plutôt que trouver un manager, trouve-toi un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous garde toute votre vie, qui vous tire vers l'avant. Évidemment, si la règle numéro 5, c'était trouve-toi un mentor, ce serait trop facile. Mais avant de vous trouver un mentor, trouvez-vous quelqu'un qui cherche à faire mieux dans son management. Parce que vous, quand vous serez manager, ou si vous l'êtes déjà, vous ferez comme lui. C'est ça le rôle du mentor. Et vous ferez aussi bien pour les gens en dessous. Il y a une sorte de spirale qui fait que progressivement, vous allez faire mieux pour les gens en dessous et vous allez créer une société dans laquelle le management, je ne défends pas le management en lui-même, mais vous ferez en sorte que les gens seront heureux de bosser avec vous. Et de plus en plus, ça va s'éparpiller, va se polliniser, pardon, et vous ferez des gens qui sont très heureux de bosser. Dans la culture du management, chez nous, par exemple, je vais vous parler d'un atelier qu'on fait régulièrement, qui est né d'une envie d'un manager, je ne sais pas si Alain, un ancien octo, qui s'est dit, moi j'ai envie d'essayer quelque chose en management, parce que chez nous on ne fait rien en management, j'ai envie d'essayer. Depuis, c'est devenu un standard chez nous, depuis 2 ans. Et de là sont nés ce qu'on appelle les one-on-one, des moments privilégiés avec le collaborateur. Je vous en parle dans 2 secondes. Il y a des gens parmi vous qui auront envie de tester des choses. Faites-le. Faites-le. N'attendez pas qu'on vous donne la permission en tant que manager de tester des choses nouvelles. Vous ne l'aurez jamais. Testez-le. Je vous donne une référence, c'est ma 3e référence, Manager Tools. Manager Tools, c'est un site américain où vous trouverez des podcasts, des articles sur le management. Il y a une version française qui existe. Pour ceux qui, le fond est là, c'est plus lent en rythme, mais le fond est là. Quelqu'un connaît Manager Tools ou pas? Dernier sujet, mesurer la satisfaction. Alors ça, c'est quelque chose qui demande énormément de courage et donc de l'énergie. Demandez à vos équipes ce qu'elles pensent de vous, de votre boîte. Alors, ce n'est pas de vous directement. Hein. Nous, on fait ça, on appelle ça le kiffomètre. On fait ça régulièrement. C'est comment vous vous sentez dans vos missions, comment vous vous sentez dans votre équipe, comment vous vous sentez dans Octo. Est-ce que vous recommanderiez Octo à d'autres clients, à de vos amis? C'est un indicateur qu'on suit régulièrement. Pourquoi ça demande du courage? Parce que les gens ne répondent pas tous « génial, génial, génial ». Vous leur donnez l'occasion de s'exprimer. Ils le disent. Et des fois, ce n'est pas très encourageant. Ce courage-là, il faut l'avoir parce qu'encore une fois, quand les gens se sentent écoutés, la possibilité qu'on leur donne de les écouter, on réagit à ces questions, je pense que ça crée du bien-être. Je pense que ça crée de la pertinence, de la maîtrise et de l'autonomie. Je vous parlais des O3, one-on-one. Ça, c'est une pratique issue de Manager Tools, très américaine, mais elle marche extrêmement bien. Il y a une session qui a été faite par Alain Busacaro en 2008 à l'USI, donc je vous inciterai à la regarder pour expliquer exactement ce que c'est qu'un one-on-one. Le principe, c'est 1 demi-heure par semaine avec chacun de vos collaborateurs, un moment privilégié et qui est schedulé. Donc ce n'est pas quand vous voulez, c'est au même moment. Les premiers réflexes des gens quand on leur dit ça, c'est impossible pour moi. On vous le dit, c'est possible. À la Maison-Blanche, ils en font, vous pouvez en faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment-là de privilégié, ce n'est pas un point projet, ce n'est pas un point où on fait une estimation de ce qui reste à faire dans son boulot. C'est un moment où on crée de la relation, et uniquement de la relation. C'est un canal de 30 minutes par semaine où on peut se dire des choses. La règle, c'est 15 minutes pour la personne, 15 minutes pour le manager. Il y a d'autres façons de faire, mais disons que c'est grosso modo ça. Pendant les 15 premières minutes, le manager dit ce qu'il veut. Mais quand je dis ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. J'avais une collaboratrice qui me racontait que la taille de sa robe de mariée lui allait plus parce qu'elle avait grossi. C'est pas que ça m'emballe, mais c'était important pour elle en tout cas. Et si c'est important pour elle, ça doit être important pour moi. Là, on parle d'un cas facile. Il y a des cas où les gens ne sont pas bien parce qu'ils ont des problèmes perso. Et quand vous créez une relation assez forte, ils sont capables de vous le confier. Et si vous le confiez, vous savez pourquoi, en ce moment, ils ne sont pas à fond. Quand je vous parle de relations, ça, c'est un triptyque assez classique sur le rôle du management. Pendant très longtemps, on était dans ce modèle-là. C'est-à-dire que le management, c'est les hiérarchies. J'ai le pouvoir parce que j'ai le rôle. Ça, je pense qu'on a presque fini. Sauf dans les carrières militaires. Très souvent aussi, le manager a un pouvoir d'expertise. Je sais, donc je te dis de faire. Progressivement, je vous parlais de la génération Y, progressivement, vous allez voir que cette génération sait autant que vous. Parce que c'est disponible. La session d'Hervé tout à l'heure, de directeur de Centrale Paris, vous expliquera comment ils ont dû changer leur programme
éducatif pour tenir compte de ça. Les jeunes sont plus rapides que nous, connaissent plus de choses que nous parce qu'ils ont accès. Ils ne savent pas forcément le trier, mais en tout cas, ils y ont accès. Donc votre expertise, elle va s'amenuiser. Votre travail de manager se base sur la relation. Les gens vont faire ce que vous leur demandez parce qu'ils croient en vous, parce qu'ils ont une relation assez forte pour que vous puissiez être capable de leur dire des choses et qu'ils soient capables de vous dire des choses. Donc ça paraît un outil anodin, une demi-heure par semaine avec vos managers de manière schedulée, ça crée une capacité de bien-être et de plaisir de bosser énorme. Si vous devez en retenir qu'une seule, c'est celle-là, je l'ai déjà faite, mais je la vais refaire à chaque coup. Alors, ça aussi, ça vient de Manager Tools. Alors les gens, quand j'explique qu'il faut faire un feedback, tout le monde dit, mais oui, on fait tous des feedbacks. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback? Le mot en français du mot feedback, c'est rétroaction. Bravo. Imaginez que vous êtes sur une route aux États-Unis, une grande route, les grandes routes comme ça qui traversent le désert, et que vous allez tout droit. Au bout de 500 mètres, vous n'allez plus tout droit, vous le savez. Parce qu'il y a toujours des petits chaos sur la route. Donc, vous avez deux solutions, soit un grand coup de volant, soit vous faites des petits ajustements réguliers. 98% des gens que je connaisse dans les boîtes font des ajustements comme ça. Je passe pareil autour de vous. On n'ose pas trop dire les choses régulièrement. Et plus c'est difficile de les dire, moins on les dit. Le principe de Manager Tools sur les feedbacks, c'est plus vous faites de feedback, plus vous faites de feedback. Cercle vicieux, cercle vertueux. Le feedback, c'est quoi? C'est la capacité à dire aux gens, la rétroaction, c'est ou positif, ou d'ajustement, ou négatif. La capacité à dire aux gens, quand tu fais ça, voilà ce qui se passe. Attention, c'est pas bravo pour ça. Bravo pour être venu à l'heure. Merci de ne pas revenir en retard. Ça, c'est des feedbacks. Les feedbacks, c'est quand tu viens en retard, tu pénalises toute l'équipe. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre ce que tu me dis. Quand tu me dis juste tu viens en retard, je ne comprends pas ce que je dois faire de mieux. Quand tu me dis je pénalise l'équipe, je comprends qu'il y a un intérêt derrière. Quand tu me dis quand tu restes tard le soir pour aider les gens, ça aide les nouveaux à s'intégrer, je comprends pourquoi ça vaut le coup que je reste tard le soir. Et pas juste merci. Ce feedback-là, ce modèle de feedback-là, il est extrêmement important. Et je vous disais, plus vous en faites, et plus vous en faites. On bosse dans l'informatique, il y a des choses que vous connaissez. Il y a des boîtes dans lesquelles on fait des feedbacks comme on met en prod, c'est-à-dire tous les 6 mois, et forcément, ça se passe mal. Si vous avez écouté, je crois que c'est demain, je parle des sessions sur déploiement continu, plus vous mettez en prod, plus vous mettez en prod, c'est un peu le même principe. Plus vous faites des feedbacks, plus les gens seront prêts à écouter des feedbacks. Plus vous faites des O3, plus les gens auront un canal de communication avec vous, ils seront prêts à entendre des feedbacks. Et du coup, vous serez capable de leur dire des choses anodines. Parce que les feedbacks, on prend souvent ça pour « je vais te dire quelque chose » et les gens s'évanouissent. D'autant plus qu'en France, c'est très prégnant, on confond la personne et le problème. Vous savez, si je ne suis pas d'accord avec vous, je suis méchant. Si je suis d'accord avec vous, je suis gentil. C'est pas ça le sujet. Hein. La phrase qu'on connaît tous, c'est hard on the problem, soft on the people. C'est pas les gens qu'il faut corriger, c'est le comportement. C'est une vision très comportementaliste anglo-saxonne. C'est vrai, on n'est pas comme ça en France. Et en même temps, c'est une vision qui marche assez bien. Dire aux gens quand ils se trompent, dire aux gens quand ils font les choses bien, c'est génial. Parce que du coup, on sait où on va en tant que manager. Qui aimerait dans cette salle que son patron lui dise comment il bosse, lui fasse des retours sur son travail? Alors, quand les gens ne lèvent pas la main, je pose la question envers. Qui n'aimerait pas que son patron lui fasse un feedback sur son travail? C'est pour les timides, ça. Bien sûr qu'on a envie de savoir comment on travaille. Bien sûr qu'on aimerait que notre patron nous dise ça va ou ça va pas. Mais seulement le problème, c'est quand il nous dit ça va pas, on a l'impression que c'est horrible parce qu'il nous le dit qu'une fois par an. Mais Manager Tools dit un truc plus important, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand on fait des feedbacks, quand je vous ai dit feedback dans la tête, vous avez tous dit ah ouais, feedback, ça veut dire recadrage. Pas du tout. Manager Tools dit 9 feedbacks positifs, 1 feedback négatif. Quand vous voyez les gens dans votre boîte, vous leur faites des feedbacks positifs en permanence. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de détecter où est-ce que ça va bien. Et ça donne des canaux de communication, encore une fois, très forts. Les gens se sentent valorisés, les gens se sentent contents. Les gens comprennent pourquoi ils font les choses. Je vous ai dit qu'il faut retenir celui-là, c'est un des plus durs. Hein. J'ai une anecdote, j'aime bien aussi là. La dernière fois, j'étais en copil chez un client, et j'avais mon client qui était là devant son patron, et je lui dis « Merci beaucoup Fabrice pour ce que tu as fait ce matin, tu nous as défendu,
vis-à-vis de l'équipe en face. Et ça nous a vraiment aidé. Merci. En fait, il est devenu tout rouge. Il est venu me voir après, il me dit, il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai juste dit merci. Hein. En fait, les gens ne sont même pas habitués à avoir des feedbacks positifs. Donc, je vous ai dit, c'est le plus important, c'est le plus difficile. Créer cette culture. S'il faut retenir qu'une seule, vous connaissez la chanson. Alors celle-là, une fois, j'ai répondu à mon client et sans demander à mon patron. Une fois, j'ai fait une note de frais, j'ai invité un client et je ne l'ai pas dit à mon patron. Ça, vous l'avez entendu 10 fois. Quoi. Et il y a des boîtes dans lesquelles on vous engueule. Nous, on a pris le parti de dire l'inverse, c'est de dire essayez des choses, trompez-vous. Au pire, on vous corrige, au mieux, on vous encourage. Bien sûr, on ne parle pas ici de choses qui mettent en péril. C'est-à-dire que si vous avez investi 15 milliards d'euros, il y a des banques dans la salle ou pas? Bon, on ne parle pas de ça. On parle de cas où vous pouvez être autonome. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je vous donne une note de frais, j'ai invité un client une note de frais, est-ce que ça te va? Et moi, je vais dire oui ou non, mais je vais le dire après. Encouragez, alors ça, c'est aussi fondamental, encouragez les gens autour de vous à faire ces erreurs-là, qu'ils les fassent ces erreurs. Encore une fois, s'ils se trompent, vous avez perdu 50 €, eh ben vous avez perdu 50 €. Je pense qu'à vos échelles de boîte, ce n'est pas vraiment un sujet. Par contre, s'il a réussi quelque chose, et quand vous lui direz, tu vois, quand tu invites un client de ta propre initiative, ça me donne confiance en toi pour que tu deviennes manager l'année prochaine, ça vaut bien 50 € quand même. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Il faut juste le dire. Parce que quand je vous écris ça, ensuite, il faut que toute la boîte s'adapte à ça. Il y a une, je vais le dire à la fin, mais il y a une boîte dans laquelle une des valeurs de la boîte écrite, c'est audace. Alors j'ai demandé aux gens, c'est quoi audace? On m'a dit, c'est le droit à l'erreur. Très bien. Tu as le droit à l'erreur, toi? Il m'a dit non. Ah bon. Oui, parce que la valeur, c'est facile, mais encore faut-il qu'on le dise, quoi. Donner ce sentiment aux gens qui peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Le corollaire, c'est adressez-vous à des adultes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait de l'analyse transactionnelle dans la salle. Le modèle enfant-parent, c'est un modèle typiquement français également, hein, le professeur qui sait et puis les enfants qui écoutent. Il faut le casser. Il faut le casser. Vous parlez à des adultes. Les adultes, ils sont conscients, ils ont des volontés propres et surtout, ils ont juste envie de se développer en tant qu'adultes. Vous aussi. Ce qu'on appelle, nous, le pari de la confiance. Alors, ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas dans toutes les boîtes, ça ne marche pas dans tous les cas. Mais donnez ce pari-là. Faites le pari que les gens sont intelligents autour de vous et qu'ils réagissent comme des adultes. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Plus vous jouez le parent, plus il jouera l'enfant. Il y a une personne, un de nos clients, qui avait dit, mais je reprends sa phrase parce que je voulais la dire avant lui, il l'a dit avant moi, tant pis. Le manager idéal devrait travailler à son invisibilité. J'aime cette phrase. Le manager n'est pas une commodité, le management n'est pas une commodité, et pourtant, j'aimerais bien qu'il soit invisible. Que son rôle soit juste de passer des valeurs et de faire de la communication ouverte. Je termine sur cette phrase d'un ancien octo. Je ne sais pas s'il est à l'USI aujourd'hui. Alors, elle est dure à comprendre, comme toutes les phrases que disait Dominique, mais en tout cas, elle est très puissante, comme toutes les phrases que disait Dominique. Il y a plus de place non prise que de place à prendre. Les gens attendent souvent qu'on leur dise « va là-bas ». Prends ce poste, sois directeur marketing, fais ceci, sois expert sur ça. Cette phrase-là, elle dit, personne ne vous le dira jamais. Faites-le. Et vous, manager, encouragez les gens à prendre des places qui n'existent pas. Poussez les gens à prendre des risques. Poussez les gens à prendre des initiatives sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que personne ne définira ce poste spécial pour eux. Lancez les initiatives. Au pire, ils vont se tromper. Au pire, ils feront une erreur. Au pire, ils corrigeront. Je termine sur ça. Le manager, selon Manager Tools, il a un rôle de coach, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait grandir. C'est un catalyseur, il participe à l'équation, il en ressort pas transformé, ou presque. 7e règle, célébrer. Ah oui, parce qu'on a dit qu'il faut faire du plaisir. Alors quand je dis célébrer, les gens disent « ouais, on va aller en boîte ». C'est pour ça que j'ai mis une petite boule à facettes. Non, mais célébrer, c'est pas que ça. Alors célébrer, ça veut dire sachez reconnaître quand des choses vont bien. Parce que pareil, ça aussi, on ne sait pas le dire quand les choses vont bien. C'est difficile de dire « ah, on a fini un truc quand même, on a mis en prod, ou on a fait ça, on a délivré tel document ». On ne sait pas dire. Bien. On sait le dire, on se renoue, on se congratule, mais
est-ce qu'on n'a pas envie de se faire plaisir, quoi? Célébrer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur France 2, on était passé, il y avait Michel et Augustin aussi dans cette... je ne sais pas, quelqu'un a vu ce reportage? En fait, dans Michel et Augustin, à un moment, quand ils gagnent une affaire, ou je ne sais plus ce qu'ils ont, ils sonnent une petite cloche, en fait. C'est ça, célébrer. Vous avez vu, c'est pas fou. Célébrer, c'est ça. C'est un rituel à eux, mais c'est juste de montrer qu'on est content sur quelque chose. Et ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est un exemple de nos mails. Bertrand Paquet, notre DSI, et super consultant, nous a basculé sur la voie sur IP. On s'en fout du sujet. C'est juste que chez nous, ça c'est donc les mailing lists, vous voyez, corporate people, c'est-à-dire que c'est toute la boîte qui voit ces mails-là. Et bien les gens répondent en disant c'est super, bravo, génial, merci. C'est ça, célébrer. Mettre du positif là où il y a du positif à mettre. Ça crée une ambiance de travail. En voilà une bonne règle. Dites oui. Alors les managers, quand on vous pose une question, je vous parie pas mal d'argent que quand on vous pose une question, le premier réflexe, vous voyez, c'est de dire non. Premier réflexe. Si je vous dis, je peux partir une demi-heure avant, je peux avoir un demi-mois de salaire d'avance, s'il vous plaît. Je suis manager, est-ce que je peux être au 4/5e? Ça ne vous dérange pas? On est une équipe, on est 5, j'aimerais qu'on soit une équipe auto-organisée sans manager. C'est OK pour vous? C'est des cas réels, hein, on l'a vécu nous. Hein. Premier réflexe, c'est de dire non, il ne faut pas exagérer, c'est pas dans les règles. Moi, je vous dis, il faut dire oui. Forcez-vous à dire oui. Alors ça, pour ceux qui font de la PNL, peut-être vous connaissez, un métaprogramme en PNL qui s'appelle match mismatch. C'est quoi? Il y a des gens qui sont match. Quand on leur pose une question, la première chose qu'ils disent, c'est oui. Mais quand ils voient les embûches après, ils disent oh, attends, je vais voir. Mismatch, c'est des gens, quand on leur pose une question, ils disent tout de suite non, non, non. Et après, quand on les convainc, ils y arrivent. Moi, je vous demande, en tant que manager, d'être match. C'est-à-dire qu'en permanence, quand on vous pose une question, vous dites oui. Petite parenthèse, comme les DSI, quand le marketing vous dit quelque chose, vous dites oui. Et on verra comment on va le faire. Fin de la parenthèse. Match, ça veut dire, vous devez dire à vos gars et vos employés, oui, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Parce qu'on trouvera des tonnes de solutions pour que ça ne marche pas. Mais on en cherche très peu pour que ça marche. Dites oui. Ça fait plaisir quand on nous dit oui. Et surtout, quand vous dites oui, ça donne un poids très fort au non. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais vous dites oui, dites non, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Ouais. Après, il faudra un peu du jeu quand même. Le dites non, c'est quoi? C'est dites non aux choses qui transgressent vos valeurs. Vos valeurs, vous devez les édicter. Vous devez les retrouver dans vos gènes. Les valeurs, ce n'est pas décréter. On ne dit pas demain audace. Ça ne marche pas. Vous devez dire, nous, chez nos valeurs fortes, c'est ça. C'est l'honnêteté, c'est la solidarité, etc. Et quelqu'un qui casse ses valeurs, vous lui dites non. Il y a un PDG, il y a une histoire connue, un PDG qui avait recruté une personne proche de lui. 3 semaines après, il apprend qu'elle est virée par les RH. Il va voir les RH, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, forcément, il avait triché sur son CV, c'est pas dans nos valeurs. Et le PDG de dire, évidemment, tu as raison, c'est plus fort que le fait que je recrute quelqu'un. Quand c'est pas dans vos valeurs, vous dites non. Tout le reste, forcez-vous à dire oui. C'est très dur aussi, ça. Faites pas avec vos enfants, par contre. Tout à l'heure, je vous disais que je vous parlais de l'équipe de France. C'est un truc qui m'énervait en ce moment. C'est pour ça que je parlais de ça. La tribu, c'est plus important que l'individu. Vous devez protéger votre tribu. D'ailleurs, en général, la tribu évacue elle-même les individus qui ne sont pas bons. Quand vous recrutez des équipes. Vous ne recrutez pas des individus. Rappelez-vous le stade 4. Hein. Il y a une expérience scientifique qui a été faite qui était de mettre 2 équipes en parallèle. Une de gens très très bons et une autre équipe de personnes hétérogènes, avec un niveau hétérogène. L'équipe qui s'en sort le mieux, c'est la deuxième équipe, évidemment, puisque la première se pose plein de questions et n'arrive pas à trouver un accord. La seconde, en fait, il y aura toujours des gens qui sont finisseurs, des gens qui seront visionnaires, etc., et qui vont s'accorder, qui seront plus performants. Vous recrutez des équipes, et dans les équipes, il y a le savoir-faire et le savoir-être. La tribu doit rejeter les individus qui ne correspondent pas à ce savoir-faire, mais aussi à ce savoir-être. Voilà comment aussi on maintient une envie de plaisir et de bien-être dans une boîte. La 10e, elle paraît évidente, mais tous les gens que je rencontre, quand je leur dis tu t'éclates dans ton boulot, non. Mais si, éclatez-vous. La même personne que j'ai vue la dernière fois qui a rougi, on est sur un plateau projet, elle nous dit David, j'ai un problème avec ton équipe. Merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils n'arrêtent pas de sourire. Ah oui, ils sont contents, ils travaillent. Non, contents et travail, ça ne va pas ensemble. Si, ça va ensemble.
Quand vous vous faites plaisir, vos managers se font plaisir. En fait, vous voyez la vie du beau côté, c'est un peu aussi bête que ça, hein, ce que je vous dis. Mais bon, si je la redis, c'est parce que les gens n'y pensent pas, en fait. Ils ne le font pas. Quand on était interviewé par France 2, la journaliste nous disait « Vous n'avez pas peur que dans un métier aussi sérieux que l'informatique, vous rigoliez autant, ça vous porte préjudice ?» Je dis « Ben non. Ben non, au contraire, je pense que les gens nous aiment bien parce qu'on sourit, non ?» C'est très ancré chez nous, ça. Hein. Attention, le travail, c'est sérieux, il ne faut pas rigoler. Je vais terminer. Eh ouais, il y avait une 11e règle. C'est très trop beau ce qu'on vous raconte. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un cercle vertueux qui était la performance et le bien-être. Si vous cherchez trop de performance, c'est au détriment du bien-être. Et je vous le dis, si vous cherchez trop de bien-être, c'est au détriment de la performance. En fait, le bien-être, c'est un objectif, ce n'est pas un but. Quand vous faites tout pour que vous travaillez trop sur la motivation de vos équipes en en faisant trop, quoi, bah, du coup, le reste se dégrade. C'est-à-dire que les gens vont chercher un confort, dans le sens péjoratif du terme. On va s'évader un peu pour terminer, mais les gens ne cherchent pas la liberté, en réalité. C'est juste une illusion de liberté. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt l'autonomie, dans un premier temps. Nous, Octo, quand je vous dis tout ça, on ne sait pas si ce qu'on dit, c'est durable. On ne sait pas si donner la liberté aux gens, l'autonomie, le choix de décider, c'est durable, mais on fait ce choix. Je m'étais posé cette question quand j'ai eu cette phrase. Nous, on fait le choix de la confiance. Finalement, quelqu'un a dit ça. Puis après, j'ai vu qu'il l'a écrite. Je me suis dit, c'est bon, on est dans le bon choix. Mais posez-vous la question, vous en êtes, vous? Et je termine encore une fois sur cette... non, je termine presque sur cette phrase de l'ancien DG de 3M, qui disait, si vous mettez des barrières autour des gens, vous obtenez des moutons. Moi, j'aimerais bien que dans 5 ans, allez, on va se laisser un peu de temps, dans 5 ans, on re-regarde cette session tous ensemble et on se dit, ah, quel ringard. C'est hyper connu. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Malheureusement, on n'y est pas. Alors, je suis un peu dur, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et je pense que ça passe par la culture du management. Donc, s'il y a des managers dans la salle, on a du travail à faire, nous, autour de nous, pour polliniser et pour expliquer comment on pourrait créer du bien-être autour de nous. Merci.